Déjà, merci pour l'invitation. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir débattre parce que je sens que le débat va être assez animé. Moi, je travaille au CHU à Liège, en Belgique. Donc, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes termes. En tous les cas, moi, si je dis soins intensifs, c'est la réanimation pour vous. Hein. Comme ça, on est clair sur les termes. Il est possible que je bug à certains moments, étant partie dans l'exposé. Il est possible que j'oublie de dire réanimation. Donc, moi, je suis vraiment contente de pouvoir défendre le pour. Et vous verrez que j'ai pas vraiment de conflit d'intérêt, sauf celui d'être vraiment convaincu de l'existence de ce syndrome post-soins intensifs, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer tout au long de cet exposé. Alors, est-ce que c'est juste une maladie chronique de plus? Est-ce que c'est juste une maladie chronique tout court? Moi, je suis pas sûre que ce soit une maladie chronique parce que quand on voit les trajets des patients autour des soins intensifs ou de l'AREA, on voit que ces trajets sont très différents. Certains patients peuvent évidemment se dégrader après l'AREA et évoluer vers une chronicisation de leurs symptômes, c'est sûr, mais il y a quand même d'autres patients aussi qui, certes, étaient très bien avant la réanimation, qui sont moins bien après la réanimation, mais qui vont récupérer, in fine, à un moment donné, un état antérieur. Donc, c'est pas vraiment qu'une maladie chronique, c'est une évolution qui est très variable, qui est très hétérogène, ça c'est vrai. Alors, donc, si on oublie cette histoire de maladie chronique, on peut se dire que c'est une entité à part entière, qui est certes vaste, on l'a vu, avec pas mal d'hétérogénéité, mais qui est quand même quelque part un peu définie, puisqu'il y a des définitions qui sont données notamment par l'HAS ou par des groupes d'experts à l'étranger. Alors, pourquoi est-ce que c'est une entité bien définie? Parce que déjà, on peut se baser sur les verbatims des patients ou des observations qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Alors, quand on regarde ce que disent les patients qui ont vécu en réa aux soins intensifs, par exemple, un jeune homme de 24 ans qui dit je me sentais mieux, je pensais que j'avais récupéré à 100%, puis j'ai recommencé à faire plus d'activités, et là j'ai réalisé que je n'étais pas à 100%, j'étais terriblement fatiguée. Ça fait appel à un des symptômes fréquemment rapportés par les patients qui sont atteints de syndrome post-réa ou PIX. Une autre dame de 50 ans qui dit je n'ai pas repris le travail puisque je n'arrive pas à retenir la liste de mes courses. Ça fait référence aux problèmes cognitifs qu'on entend régulièrement aussi. Un homme de 72 ans qui dit le plus difficile, ce ne sont pas les cauchemars, c'est de ne pas savoir si c'est réel ou pas. Ça fait évidemment référence aux problèmes de PTSD, donc le syndrome de stress post-traumatique, voire même à des phénomènes d'épisodes de mort imminente. Donc ça, ce sont des choses qu'on étudie aussi et qui sont assez difficiles à vivre parfois pour certains chez certains patients. On a aussi cette dame de 60 ans qui nous dit j'ai senti que les soignants avaient du pouvoir sur moi, je ne pouvais rien dire face à cela. Ce sont des choses qui vont nous amener à penser qu'il y a quelque chose qui peut se passer en réa et qui peut expliquer le syndrome post-soins intensifs. Donc ça, ce sont ce que les gens nous disent quand on les revoit en post-réa. On peut pas nier ce qui existe, c'est pas pour autant que c'est une maladie chronique ou une entité particulière, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui a changé dans la vie de ces patients. De manière plus générale, quand on voit la littérature, qu'est-ce que ces patients nous disent, qu'est-ce qui les dérange le plus? C'est un papier qui est déjà qui a quelques années, mais quelque part, c'est ce qu'on voit régulièrement par la suite dans l'expérience clinique et dans la littérature. Les éléments qui impactent le plus les patients, c'est des problèmes d'activité physique, de fatigue, de dépendance, et après viennent tous les autres symptômes, notamment la douleur chronique, les problèmes psychologiques, les problèmes cognitifs. Donc, quelque part, il y a des choses qui sont déjà exprimées par les patients et qui posent la base de ce qu'est le syndrome post-soins intensifs. Et quand on regarde ce que les patients nous disent, et là, ça fait un peu aussi rapport à ce qu'on disait. C'est vrai que c'est difficile d'évaluer l'état antérieur du patient, mais on peut quand même essayer de l'approcher un petit peu. C'est ce qu'on a fait à Liège en étudiant les patients qui avaient été hospitalisés en réa pour du Covid et en les comparant à ceux qui avaient été hospitalisés en réa pour d'autres pathologies que le Covid. Et on a regardé comment ils étaient avant, en tous les cas, ce qu'ils décrivaient comme état antérieur au séjour en réa, et on l'a comparé à ce qu'ils devenaient un an après la réanimation. Et donc, vous avez chaque fois sur le graphique les patients Covid, les patients non Covid, et quand on regarde leur qualité de vie, évidemment, c'est sûr que c'est une évaluation à distance, on peut critiquer ça, mais ça donne quand même une idée. Eh bien, on voit que, comparé à leur état antérieur, les patients déclarent une moins bonne qualité de vie basée sur le Q5D qui comprend un score et une échelle visuelle analogique, et donc on voit bien que ces patients, qu'ils soient Covid ou non Covid, et ça c'était pour faire un peu taire les débats sur le fait que les patients Covid étaient plus graves que les autres, en fait c'est la même chose, ils ont les
les mêmes problèmes, et donc on voyait que la qualité de vie était altérée 1 an après le passage en réa. On regardait aussi le degré de dépendance des patients pour les actes de la vie quotidienne, basé sur l'index de Barthel, et là aussi, en comparaison avec ce que le patient était avant la réanimation, eh bien, le patient était plus dépendant pour les actes de la vie quotidienne qu'avant la réanimation. Et quand on regarde leur activité physique, qui est évaluée sur un score qui s'appelle le LIPAC, qui quantifie un peu l'activité physique journalière et même hebdomadaire du patient, eh bien, on voit que ces patients ont nettement moins d'activité physique que ce qu'ils n'avaient auparavant. Donc ça, ce sont des faits, ce sont des observations, et de fait, il y a un impact du séjour en réa sur l'activité de ces patients. Quand on parle d'activité physique et de capacité fonctionnelle, on a aussi regardé ça, c'était évidemment pendant le Covid, mais on a aussi regardé ce que devenaient les patients 3 mois après les soins intensifs en termes d'ergospirométrie, donc d'épreuves d'effort, et on a observé 2 choses. La première, ça va pas vous surprendre, c'est que les patients à 3 mois ont des capacités physiques qui sont évidemment réduites, donc ils n'atteignent pas l'effort maximal qui était prédit pour l'âge et pour le sexe. Mais ce qui nous a aussi interpellé, c'est qu'on a remarqué que les patients avaient une VO2 au repos qui était anormalement élevée. Ça fait penser aussi à ce qu'on observe chez les patients brûlés. Vous savez que chez les patients sévèrement brûlés, il y a des altérations métaboliques qui persistent pendant des années après les soins intensifs, et notamment des problèmes de métaboliques avec un hypermétabolisme de base. Et donc, ces syndromes-là sont quelque chose qu'on peut prendre en charge et qu'on peut modifier. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste une maladie chronique qu'on va devoir observer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire chez ces patients, et ça laisse supposer des pistes pour prendre en charge tous ces patients. En lien avec la fatigue et ces activités physiques, il y a aussi pas mal de littérature qui sort sur le sommeil des patients après la réanimation. Et quand on regarde les patients qui évoluent entre 7 jours et 1 an de suivi après les soins intensifs, et qu'on regarde leur rythme circadien, qui est exprimé ici selon un endpoint qui est un peu particulier, mais qui est une espèce de stabilité du rythme circadien, la valeur de 1 étant la valeur la meilleure et la valeur de 0 évidemment la pire, on voit que ces patients ont un rythme circadien qui est perturbé jusqu'à 1 an après la réanimation. Quand on regarde ce que ça donne sur base d'actimétrie, eh bien on observe la même chose avec des patients qui ont un sommeil complètement haché. Et évidemment, ça contribue à l'un des premiers symptômes qui est évoqué par les patients, c'est-à-dire la perte de capacité physique et d'activité en tous les cas. Alors ça, c'était pour ce qu'on pouvait observer, mais on sait aussi que y a des éléments qui sont déclencheurs à ce syndrome post-réanimation, le PICS. Il y a 2 types qu'on peut, alors en tous les cas, à l'heure actuelle de ce qu'on sait, il y a 2 types d'éléments qui peuvent influencer la survenue du syndrome post-soins intensifs. C'est premièrement l'inflammation. L'inflammation, c'est une des caractéristiques communes quelque part de nos patients de réanimation, quels qu'ils soient. Ils finissent tous par avoir un syndrome inflammatoire, et ce syndrome inflammatoire, on le sait, est à l'origine des différents éléments qu'on peut observer dans le syndrome post-soins intensifs, en tous les cas les éléments princeps, et vous savez que l'inflammation est un des éléments marquants qui explique, pour une part bien sûr, mais la survenue de la myopathie aux soins intensifs et post-réa, aussi de la sarcopénie et de la neuropathie évidemment périphérique qui va avec, et qui explique donc la survenue in fine de la faiblesse acquise aux soins intensifs. Donc ça, c'est un élément qui intervient dans la genèse quelque part d'un des phénomènes expliqués par les patients. L'inflammation est aussi un élément clé qui survient dans la genèse de tout ce qui est encéphalopathie aiguë, donc qui se caractérise quelque part, quand on regarde nos patients, par du délirium. Certes, de nouveau, il y a plein d'autres choses qui interfèrent avec la survenue de ce délirium, mais l'inflammation systémique, et qui va devenir finalement une inflammation cérébrale, eh bien, est un élément important dans la genèse de cette encéphalopathie, et qui va aboutir, on le sait, le délirium est un élément clé dans la survenue des altérations neuropsychologiques après les soins intensifs, donc tout ce qui est PTSD par exemple, anxiété, dépression et troubles cognitifs. Alors cette inflammation, il y a quand même quelques données dans la littérature qui commencent à sortir sur l'inflammation comme élément marquant dans la survenue du syndrome post-soins intensifs. Alors ça, c'est une étude qui est récente, certes qui est au début de ce qu'on peut montrer là-dessus, parce que c'est un peu fouillis, dans le sens où on a évalué plein de marqueurs de l'inflammation à des moments très différents, et en les corrélant à différents domaines du syndrome post-soins intensifs. Alors évidemment, toutes les études ne vont pas dans le même sens. On voit qu'il y a des éléments dans lesquels il y a une corrélation entre des biomarqueurs inflammatoires et la survenue d'éléments du syndrome post-soins intensifs, comme les éléments physiques, cognitifs, émotionnels, et voire même le PICS global.
Ce sont les boules vertes, si vous voulez. Et puis, c'est clair qu'il y a d'autres éléments, d'autres études dans lesquelles on ne retrouve pas cette association entre marqueurs inflammatoires et survenue du PIX. Mais n'empêche que ça laisse penser qu'il y a quelque chose qui peut se passer là-dedans et donc que l'inflammation peut avoir potentiellement un rôle à jouer. Ça ouvre aussi la porte à des moyens thérapeutiques. Le problème, c'est que cette inflammation, elle ne s'arrête pas aux portes du service de soins intensifs et elle continue encore après. C'est ce qu'avait montré ce papier il y a déjà quelques années maintenant, mais qui avait observé des patients entre la sortie des soins intensifs et 3 mois après la sortie et qui avait montré qu'il y avait quand même une bonne proportion de patients qui continuaient à présenter une inflammation, soit ils continuaient à la présenter, soit ils en représentaient après. Alors ça évidemment, on peut se demander où est la cause par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a des facteurs qui peuvent interférer, mais c'est clair qu'il y a des éléments qui sont en faveur de cette inflammation persistante. Ça aussi, ça ressemble très fortement à ce qu'on connaît très bien et peut-être mieux que le syndrome post-soins intensifs, c'est-à-dire les patients sévèrement brûlés, où on sait que cette inflammation, elle persiste quelques mois, voire quelques années, jusqu'à 2 ans après la survenue de la brûlure, et dont on sait que quand on la modifie, cette inflammation, eh bien, on améliore les outcomes du patient. Nous aussi, on avait regardé l'inflammation de nouveau chez nos patients Covid, 3 mois après la sortie des soins intensifs. Alors nous, ce qu'on avait remarqué, c'est que la CRP n'était pas nécessairement le meilleur moyen pour diagnostiquer cette inflammation persistante, mais par contre, quand on regardait la myéloperoxydase, eh bien là, par contre, elle était anormalement élevée, et c'était évidemment corrélé avec cette altération des capacités fonctionnelles, comme je vous l'ai décrit dans des épreuves d'effort. Donc peut-être que la CRP n'est pas le bon moyen, et que si on se dit, bah, tiens, quand on revoit nos patients à 3 mois, bah, ils n'ont pas de CRP, tout va bien, en fait, c'est peut-être beaucoup plus insidieux que ça, et peut-être qu'il faut s'intéresser à d'autres marqueurs. Alors, il y a aussi un autre facteur qui est reconnu comme étant déclenchant du syndrome post-soins intensifs, c'est l'expérience patient en réa. L'expérience patient, là, je reprends la même étude, mais sous un autre angle, parce que moi, ce qui m'intéressait dans ce papier, c'était l'impact de l'expérience du patient étudié sous la forme du questionnaire IPREA. Ça fait référence aux travaux de Pierre Calfon, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Le questionnaire IPREA, c'est un questionnaire assez facile qui investigue différents types de souffrances en réa, comme par exemple avoir soif, avoir froid, se sentir incompris, se sentir isolé. Je vous passe, il y a plusieurs items là-dedans. Et ce qu'ils ont remarqué dans cette étude qui est tout à fait récente, mais qui fait rapport déjà, enfin qui est finalement le cheminement de ce qu'on sait déjà depuis quelques temps, c'est que le questionnaire IPREA avait des scores qui étaient quand même assez légers quelque part. 20 sur 100, c'est pas énorme, mais avec une hétérogénéité qui était quand même assez marquée. Et la plupart des patients se plaignaient essentiellement de soif, d'anxiété et de dyspnée, avec une incidence de PTSD de 15%. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'au plus le questionnaire IPREA était élevé, au plus c'était associé à du PTSD. Donc clairement, l'expérience du patient en réanimation est associée à une survenue de PTSD. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on sait aussi que le PIX, il existe des facteurs qui sont modifiables et des moyens d'action. Donc ça justifie le fait que ce soit une entité clinique à part entière, puisque on peut avoir une action spécifique sur la survenue de ce syndrome post-soins intensifs. Alors, si on doit faire les moyens de prévention du syndrome post-soins intensifs, on en a pour plus que le temps imparti. Mais rapidement, on peut se dire que comment est-ce qu'on peut agir sur le syndrome post-soins intensifs? En tous les cas, pendant le séjour du patient en réanimation, c'est l'ABCDEF bundle que vous connaissez tous probablement, qui reprend donc tout ce qui est quelque part libération de la sédation, libération du patient de la ventilation mécanique. C'est tout ce qui est amélioration de la prise en charge de la douleur, amélioration de la prise en charge du délirium et implication des familles dans la prise en charge de ces patients, en y ajoutant tout ce qui est lié à la mobilisation précoce. Alors, il y a des papiers qui, évidemment, j'ai pris ceux qui m'intéressaient, hein, il y a d'autres papiers qui sont probablement un peu moins positifs que ceux-là, mais en tous les cas, il y a des papiers qui montrent bien que quand on applique ce bundle ABCDEF, on a une réduction d'incidence et de durée du délirium. Évidemment, il y a une grosse hétérogénéité dans le monde d'application de ces bundles. Je suis pas sûre que tout le monde arrive à mettre en place tous ces bundles. En tous les cas, chez nous, c'est très compliqué aussi. Et il y a peu d'évidence sur d'autres effets que sur le délirium. Mais en tous les cas, il y a quand même des choses des preuves qui montrent que on peut mettre en place des choses pour notamment réduire le délirium et donc potentiellement pour réduire les complications. Nous, on avait essayé de faire un autre algorithme un peu plus simple et peut-être un peu plus fun en insistant sur 2 choses qui n'étaient pas présentes dans la BCDEF. C'est notamment tout ce qui était apport nutritionnel et aussi sur tout ce qui était suivi post-réanimation. Quand on regarde un petit peu
élément par élément et pas bundle par bundle, eh bien on se rend compte que quand on regarde la mobilisation précoce des patients, oui, ça peut avoir un impact sur l'indépendance, par exemple, à long terme. De nouveau, il y a plein de papiers qui évaluent l'intérêt de la mobilisation précoce. Certains sont négatifs, certains sont positifs. Il faut les analyser en détail pour comprendre pourquoi certains sont positifs et certains sont négatifs. Mais en tous les cas, il y a des éléments qui montrent qu'on peut avoir une action sur tout ce qui est capacité physique du patient avec une action pendant la réanimation. L'implication des familles, on sait aussi que impliquer les familles et avoir une approche centrée sur la famille et le patient permet aux patients d'avoir une réduction de ses complications psychologiques notamment et d'avoir une meilleure satisfaction de son séjour. Quand on parle de ce genre d'approche centrée sur le patient et sur la famille, on parle d'humanisation des soins. C'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue, et parce qu'on se rend compte que le patient est devenu quelque chose de non humain quelque part dans nos services de réanimation. Et il y a toutes des stratégies qui sont à mettre en place pendant la réanimation pour essayer d'améliorer tout ça, notamment de nouveau avec des stratégies de communication, d'individualisation de la prise en charge. C'est toute une liste qu'on peut faire, et de nouveau dans les travaux de Pierre Calfon, eh bien on remarque que quand on met en place des stratégies qui permettent d'améliorer quelque part l'expérience du patient en réanimation, eh bien on améliore le PTSD. Donc de nouveau, la preuve que quand on fait des choses, on peut avoir un impact positif sur le patient. Le gros problème du PICS aussi, c'est que, et c'est pour ça que quelque part c'est une entité particulière, c'est qu'il y a des dommages collatéraux. Les dommages collatéraux, ça s'appelle le PICS Family. Donc ce sont les dommages qui sont en lien avec l'expérience des proches du patient qui est admis aux soins intensifs. Et on sait maintenant que les familles de patients qui ont été admis en réanimation éprouvent des difficultés, notamment psychologiques, avec quelque part le même triade de syndrome de stress post-traumatique, de dépression et d'anxiété, avec des proportions qui sont évidemment variables. Mais de nouveau, on a pas mal d'hétérogénéité dans la littérature, mais l'élément le plus marquant, c'est que on se dire qu'entre 20 et 40% des proches peuvent avoir des éléments de syndrome de stress post-traumatique. À nouveau, ces choses-là ont des répercussions non négligeables pour le proche et pour la société, notamment quand on regarde l'utilisation des ressources médicales chez les proches qui ont eu un patient hospitalisé en réanimation. Eh bien, on remarque que jusqu'à plus de 2 voire 5 ans après la réanimation, ces proches-là développent une consommation inhabituelle, en tous les cas de recours à des consultations médicales, et donc ça a un impact sur le proche lui-même, mais aussi sur la société. Et là aussi, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour diminuer ces répercussions sur le patient, avec des éléments positifs qui sont mis en avant dans la littérature, en s'occupant du proche tout autant que du patient pendant tout le trajet de soins autour de la réanimation, que ce soit avant, pendant les phases de transition, pendant la réanimation, pendant les phases de transition ou dans le suivi. S'occuper de la famille, ça permet de diminuer ce syndrome post-soins intensifs familial et donc potentiellement avoir des effets bénéfiques. Donc le PICS et le PICS-F, c'est pas une légende, puisque, autre définition d'une légende, une légende est non fondée. J'espère vous avoir montré qu'il y avait des fondements au syndrome post-soins intensifs, qu'il soit pour le patient ou pour la famille, et une légende, on ne peut rien y faire. Or ici, je pense que je vous ai montré qu'il y avait des moyens d'action pour pouvoir résoudre ça. Alors certes, ce n'est pas une légende, mais je vous le concède, il existe encore pas mal de zones d'ombre, en tous les cas, en ce qui concerne ce syndrome post-soins intensifs et le PICS Family. Notamment, il y a on peut partir de la définition de base du syndrome post-soins intensifs avec les problèmes physiques, les problèmes cognitifs et les problèmes psychologiques. Il y a plein d'autres choses qui sont associées à ce syndrome post-soins intensifs et pour lesquelles on a encore très très peu de données dans la littérature et très peu d'expérience. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. C'est bien la preuve qu'il faut s'y intéresser. Il faut vraiment mettre en lumière ce syndrome post-soins intensifs et s'y intéresser, non seulement dans l'intérêt des patients et de leurs proches, mais aussi probablement dans l'intérêt des équipes. On suppose de plus en plus que s'intéresser au syndrome post-soins intensifs et notamment de faire du follow-up de patients, ça peut rendre service aux équipes. J'espère que vous en parlerez après, mais ça peut permettre d'améliorer la qualité des soins et de donner du sens aux équipes. Et c'est probablement aussi un intérêt pour la société, puisque on a des répercussions qui sont majeures pour la société.
Quelle est la place de l'anesthésiste là-dedans? À mon sens, elle est majeure. L'anesthésiste réanimateur a une place dans ce trajet de soins. Là, du coup, on se rejoint sur cette place-là. Je pense que l'anesthésiste réanimateur, il doit intervenir dès le départ, avoir une position centrale dans tout ce qui est gestion, préparation du patient, gestion du patient et dans le suivi, avec des structures qui peuvent être communes pour essayer de rationaliser les besoins. En tous les cas, j'espère que je vous ai convaincu. Et si vous ne me croyez toujours pas après ça, je vous enjoins à aller à Paris. C'est pas loin. Enfin, je sais pas si c'est pas loin, mais en tous les cas, c'est sur Paris. C'est le samedi et c'est le lundi. Je n'ai rien à gagner à ça. C'est juste que je l'ai vu, ce spectacle, et que je vous promets que vous n'en sortirez pas indemne. Je pense que tout soignant devrait aller voir ce spectacle. C'est Katia Ganti, une patiente qui est comédienne de base, qui a vécu un séjour en réa avec une ECMO artério-veineuse dans un état vigile, conscient, et qui raconte son parcours de manière très très drôle. Mais je vous promets que si vous allez voir ce spectacle-là, vous n'aurez plus de doute sur l'existence du syndrome post-soins intensifs. Et je vous remercie pour votre attention.